Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci encore une fois d'organiser ces journées. Donc oui, j'avais demandé à nos collègues humoristes de nous épargner, mais je crois que ce ne sera pas le cas. Donc je voulais vous remercier très sincèrement parce que c'est vraiment important, non seulement qu'on puisse échanger au moment de ces journées, parce que c'est vraiment extrêmement important que vous compreniez cette maladie, parce que comme je le dis souvent, un patient a besoin d'être informé, de pouvoir savoir ce qui se passe et pourquoi finalement ces médicaments-là sont importants pour lui. Et la seule façon de faire, c'est d'échanger, de partager et encore une fois d'arriver à faire en sorte d'avancer ensemble. Merci encore pour votre soutien. Je le redis, hein, vous savez très bien que les financements ne sont pas forcément simples à obtenir, que souvent les projets sont très compétitifs, que les maladies rares ne sont pas les maladies prioritaires puisqu'elles concernent peu de malades. Et donc forcément d'avancer sur des techniques comme on vous a présenté qui sont très complexes, eh bien ça nécessite de l'argent et sans argent on ne peut rien faire. Je voulais aussi remercier mes collègues parce qu'on est samedi, vous savez qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps mort et que quelque part quand on est avec vous on n'est pas où on devrait être de l'autre partie de notre vie, mais encore une fois c'est tellement important qu'on puisse partager et donc merci à eux d'être là. Quand on est aux responsabilités qui sont les miennes, il faut savoir s'entourer de gens plus brillants que soi. Et donc, je vous avez vu la nouvelle génération qui arrive. Vous avez vu comment les plus jeunes s'emparent du projet. Et pour ça, c'est quelque chose qui est très rassurant pour moi. Et je voulais ça aussi le partager avec vous parce que je crois que c'est important pour vous de voir qu'il y a une suite. Alors, vous allez me dire, je suis jeune, ou en tout cas, je ne suis pas très vieux. Mais c'est important en médecine d'envisager, d'anticiper les choses très en avance parce qu'on ne peut pas inventer un médecin qui soigne, qui cherche, qui enseigne en 5 minutes. Et donc, encore une fois, c'était important pour moi que vous ayez pu rencontrer David, qui est la suite. Et Sophie, qui, petit à petit, eh bien, nous montre qu'elle est dans la ligne droiture de ce que l'on souhaite, à savoir l'excellence et l'exigence, et être tout ça à votre service, et de pouvoir faire en sorte que vous puissiez tous avoir des traitements qui vous soient les plus adaptés et les plus bénéfiques. Je voulais aussi en profiter pour remercier l'équipe du centre de référence. Tout le monde est là. Et donc, je crois que vous pouvez vous lever parce qu'ils font un travail absolument remarquable. Vous avez Julie, vous avez Valérie, vous avez Linda, vous avez Isabelle qui coordonne absolument tout, que ce soit sur le côté greffe ou sur le côté aplasie. Alors on a quand même, je suis bien obligé de le dire, un peu d'émotion aujourd'hui parce que figurez-vous que Valérie va nous quitter. Et je ne suis pas sûr que vous soyez au courant. Valérie rejoint son mari à Limoges et donc nous quitte le 1er septembre. Comme vous pouvez l'imaginer, on est tous très, très émus de cette situation puisque comme il a été dit plusieurs fois, Valérie fait partie de l'histoire du service, l'histoire de l'aplasie, l'histoire de nos recherches et même des relations qu'on a avec vous. Donc je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Valérie. Merci beaucoup Valérie. Mais bon, on continuera à échanger. Je suis en train d'essayer de négocier pour qu'elle reste quand même un peu, enfin bon bref, sans rester à distance, bref. Voilà, et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est aussi remercier nos partenaires industriels. Parce que forcément, encore une fois, toutes ces journées, tous ces moments d'échange, tous ces projets sont compliqués à mener sans argent. Et manifestement, votre soutien permanent de savoir nous réserver des fonds et du soutien pour pouvoir réaliser ce type de choses, ça n'est pas simple, ni pour nous, ni pour vous. Et vous êtes là tous les ans, tous les 2 ans pour les patients, tout le temps pour nous. Et donc, et aussi pour nous emmener en congrès. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, tout est pesé, tout est mesuré. Et on a de plus en plus de mal, nous médecins, à partir en congrès. Vous avez qu'à voir un petit peu la situation actuelle. Et du coup, voilà. Donc, c'était simplement cette introduction pour vous dire à tous un grand merci, qui que vous soyez. On est tous dans la même barque, on a tous un rôle. Et très clairement, on a besoin de le jouer à fond si on veut avancer. Et vous avez vu que ça avance. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des inhibiteurs proximaux et du progrès médical. Donc en pratique, je voulais simplement recontextualiser ce progrès médical. Il a tout loupé. Il n'était pas là, il est tout loupé. Et comment il va faire pour faire son sketch après? Non mais je te jure, mais c'est pas sérieux, bordel. Bon, alors, donc, je le fais pas mal. Je vais peut-être me reconvertir après. Là, On a les mêmes lunettes, on doit pas être bien loin. Bon.
Alors, en pratique, donc juste pour vous rappeler que, en fait, moi j'ai eu cet honneur et cette chance sur une carrière médicale de voir un progrès aussi révolutionnaire. Comme vous voyez là, l'HPN, ça a toujours été une anémie hémolytique liée à une aplasie médulaire. Et vous avez vu comment on cherche à comprendre, associée à des thromboses. Et le problème, finalement, c'était ces thromboses. Et ça, c'est une courbe de survie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le temps, vous voyez, cette courbe, elle baisse au fur et à mesure. Elle baisse au fur et à mesure parce que des patients décèdent de la maladie. Et donc, au cours du temps, vous voyez, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, bien, vous voyez que cette courbe baisse. Et en fait, avant que les traitements soient disponibles, les traitements inhibiteurs du complément, eh bien, on perdait un malade sur 2 en 20 ans. Donc, c'était catastrophique. Ça n'était pas un cancer, mais ça y ressemblait beaucoup. Et en fait, on savait pourquoi on perdait ces malades. C'était essentiellement à cause de caillots, de thromboses qui survenaient dans des sites qui étaient des sites particuliers, soit dans le ventre, soit des embolies pulmonaires, soit au niveau du cerveau. Toujours est-il que nos patients avaient des complications très graves et qu'on ne pouvait rien faire. Et moi, je me souviens très bien quand j'étais à la place de Sophie. Vous voyez pourquoi c'est important d'anticiper? Eh bien, très clairement, je voyais des patients jeunes sur lesquels on faisait tout ce qu'on pouvait d'anticoagulants et rien ne marchait. Et puis en fait est arrivé l'éculizumab. Alors je vous ai pris parce que l'idée c'est quand même de pouvoir échanger, donc je vous ai pris les choses qui nous ont le plus marqué. En fait, un des marqueurs de l'HPN, vous le savez, ce sont les LDH. Les LDH, en fait, c'est un marqueur qui nous montre l'intensité de la maladie. Et pour faire une longue histoire courte, vous voyez très bien ici que quand on donnait le traitement par éculizumab, le marqueur de la maladie revenait quasiment au niveau des pointillés, c'est-à-dire au niveau de la normale, c'est-à-dire que la maladie était contrôlée. Et en fait, quand on fait des essais, en fait, on est toujours obligé de comparer aux malades qui reçoivent le traitement standard. Et à l'époque, il y a 25 ans, le traitement standard, c'était des transfusions et tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, vous voyez très bien que le traitement standard, lui, ne changeait rien. Alors, j'arrive plus à faire... Voilà. Ne changeait rien du tout. Et puis, à un moment donné, eh bien, l'intérêt des essais, c'est que on va jusqu'à un certain point. Et là, c'était 24 semaines. Et ensuite, tous les patients reçoivent le traitement. Et donc la force de ces essais, c'est de se dire qu'au moment où tous les patients reçoivent les traitements, eh bien, ceux qui l'ont reçu dans une première période avaient une maladie contrôlée, et ceux qui l'ont reçu dans la deuxième période ont aussi la maladie contrôlée. Et donc là, c'est très bien noté, vous voyez ici, que ces LDH sont normalisés, donc ce marqueur de la maladie était normalisé, et que donc on avait finalement réussi enfin à contrôler cette hémolyse, c'est ce qu'on pensait, en tout cas en grande partie, qu'elle était responsable des thromboses, qui s'est confirmé au niveau clinique. Et vous voyez, c'est pas très compliqué de comprendre, à gauche sans traitement, à droite avec traitement. Et donc on a eu cet éculizumab qui a révolutionné la prise en charge des patients, puisque ces patients ne faisaient plus de caillots, ou très peu de caillots, ou en tout cas, je dirais, des thromboses dans un chiffre qui est à peu près comparable à celui qu'on a, un peu plus, mais pas forcément très significatif, que celui qu'on a chez les patients normaux. On a tous des personnes, des familles, ou même à soi-même, faire une phlébite, ça arrive. Et puis voilà, LOSC, ça se dit comme ça. Michael LOSC. Il est là au premier rang, Corse. Voilà ce qu'il a fait quand il était dans le service. Il a montré en fait, en vraie vie, que l'éculizumab donnait un avantage de survie aux patients qui avaient une HPN. Alors ça aussi c'est très important, c'est aussi le rôle du registre RIM, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des essais cliniques, mais il faut savoir que ces essais cliniques, les patients sont toujours choisis, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient leur maladie et pas autre chose, et il faut qu'ils aient une maladie bien particulière. Faut, par exemple, pour développer des inhibiteurs du complément, si vous avez une aplasie médulaire, une HPN, c'est raté. Par contre, quand on a accès aux médicaments, quand le médicament est approuvé par notre système de santé, eh bien à ce moment-là, on peut élargir le panel et faire bénéficier ce traitement un grand nombre de malades. Des malades qui ont eu un cancer 2 ans avant peuvent avoir le traitement quand même, alors que dans les essais, c'est impossible. Quand vous êtes enceinte, eh ben, dans les essais, c'est pas possible. Alors, je dis pas que c'est possible quand on a le médicament en vraie vie, mais on peut attendre et on a le médicament tout de suite. Donc voilà. Et en fait, ce qu'a montré Michael quand il était interne dans le service, c'est que l'éculizumab permettait d'avoir un avantage de survie. Donc là, on est arrivé dans quelque chose d'encore plus important. On redonnait un avantage de survie. Et en fait, ce qu'avaient montré les Anglais en même temps, c'est que cet avantage de survie s'apparentait à une vie qui était similaire à quelqu'un de même âge et de même sexe qui n'était pas malade. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du progrès. Ça veut dire qu'en gros, eh bien, ce médicament a permis d'augmenter la survie des patients comme s'ils n'avaient pas de maladie. Donc c'est vraiment absolument miraculeux. Évidemment, il y avait des limites.
La première des limites, c'est qu'il fallait passer toutes les 2 semaines à l'hôpital, faire son injection. Hein, on avait une période d'induction toutes les semaines, et puis au bout de 2 semaines, au bout de 5 semaines, 4 semaines, il fallait faire une injection toutes les 2 semaines. Donc ça, forcément, pour les patients, en termes de qualité de vie, ça n'est pas terrible. On a essayé de faire du traitement à la maison. Ça s'est bien passé, mais 4 fois sur 10, parce que 6 fois sur 10, le prestataire amène pas le médicament quand il faut, ou alors le prestataire ne vient pas, ou alors l'infirmière, pour des raisons X, passe plus tard que prévu. Enfin, on a bien vu que c'était pas facile. Et donc, on a eu là encore un nouveau progrès thérapeutique qui a été le ravulizumab, qui était aussi développé par Alexion, qui est exactement la même chose que l'éculizumab, mais qui, par un mécanisme élégant technologique, permet une recirculation et donc d'être injecté tous les 2 mois. Et donc ça a déjà été un progrès important, puisque finalement, on s'est retrouvé avec des patients qui pouvaient être simplement 6 fois à l'hôpital par an, et non pas 26 fois, donc c'est quand même déjà un progrès. Les données du ravulizumab en termes cliniques étaient exactement les mêmes que l'éculizumab, c'est-à-dire que ça protège des thromboses, ça contrôle les LDH, vous voyez ici, hein, ça contrôle la maladie, ça protège des thromboses, et si on les compare à des patients qui n'avaient pas le traitement, eh bien ça donne un avantage en termes de survie. Alors, qu'on s'entende bien, ce sont des patients qui n'ont pas eu accès au traitement parce que pour des raisons X, dans les pays où ils étaient, ils n'ont pas pu être traités. On n'a pas besoin tout le temps d'un traitement. Il y a des conditions pour être traités. En tout cas, en France, sachez que tous les patients qui ont besoin d'un traitement peuvent être traités et donc peuvent avoir une protection du thrombose, un contrôle de l'hémolyse et donc une survie qui est comparable à celle d'une personne du même âge, du même sexe, qui n'est pas malade. Mais voilà, on est arrivé à une autre limitation des médicaments qu'on connaissait jusque-là, c'est-à-dire l'éculizumab et le ravulizumab, à savoir que pour la grande majorité des patients, eh bien, on avait une persistance d'une anémie. Alors c'est vrai qu'au début, si vous voulez, c'était pas quelque chose qui était au premier plan, parce qu'on était tellement content de voir nos patients ne plus présenter de thrombose, être en vie, reprendre des vies quasiment normales, et quelquefois plus. Hein, Fabien qui est dans la salle a une anémie que je ne peux pas vous détailler pour des raisons confidentielles médicales évidentes, mais il fait des trails, hein, et des marathons pour l'association d'ailleurs. Bon, Margot, pareil, elle vit quasiment normalement. Donc tout ça pour dire que finalement, la plupart d'entre vous ont réussi à faire avec. Mais quand on prend un grand nombre de malades, on s'aperçoit qu'on perd 4 grammes d'hémoglobine quand on est sous inhibiteur terminal du complément. Alors attention, hein, chaque cas est bien particulier. Là, je prends le groupe. Quand on prend 300 malades traités par éculizumab, eh bien, vous aurez seulement 20% de malades qui auront une hémoglobine normale. Et donc ça a été un nouveau challenge des 10 dernières années. Un nouveau challenge qu'il a d'abord fallu comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a compris, on peut traiter. C'est pour ça que je suis extrêmement content que David ait pu prendre la direction du laboratoire de biologie à Saint-Louis et développer cette thématique aplasie avec Sophie aux manettes, parce que c'est très important de comprendre, et surtout de comprendre nous, de ne pas comprendre dans les travaux des autres, parce que sinon on est toujours en retard. Et donc l'idée, c'était justement de pouvoir comprendre pour pouvoir développer et être en avance, et pouvoir pas être dans les premiers, c'est pas ça le but, mais le but c'est d'aller le plus vite possible pour que vous ayez des traitements les plus adaptés possibles, le plus rapidement possible. Donc voilà, ça sera mon seul schéma compliqué, c'est promis. Donc en gros, c'est le complément. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'éculizumab, le ravulizumab, en tout cas les anti-C5, en tout cas les inhibiteurs du complément qu'on appelle terminaux, qui inhibent l'activation du complément à la dernière partie d'activation, eh bien, ils agissent en fait en bas de la cascade. Vous voyez, ils bloquent en bas. Ils bloquent tout en bas, ce qui veut dire qu'ils n'empêchent pas l'activation initiale du complément. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas, en fait, que là, quand on se parle, le complément est tout le temps activé pour éliminer des infections, pour éliminer des cellules qui sont mal foutues, etc. Bref, le complément est activé en permanence. Et donc, on a réussi à faire en sorte de protéger la cellule en l'arrêtant à la phase terminale de son activation. Mais on n'empêche pas, avec les inhibiteurs terminaux, l'activation au départ. Et en fait, on s'est aperçu avec le temps que cette activation au départ avait un rôle et participer probablement à la persistance de l'anémie des patients. En fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir, quand on active le complément, la fixation de ces molécules, très compliquées, mais en gros, la fixation d'un marqueur sur la cellule. C'est-à-dire que quand le complément
s'active, il le fait tout le temps, il est en sentinelle, il va se fixer sur une cellule. S'il est inhibé, il n'y a pas de problème, il se défixe et tout va bien. Mais s'il n'est pas inhibé, ce qui est le cas dans l'HPN, il continue de s'activer jusqu'à la détruire. Et en fait, les inhibiteurs terminaux n'empêchaient pas et n'empêcheront jamais la fixation, donc l'activation initiale. Donc il se fixe, sauf qu'à la fin, il ne peut pas agir parce qu'il est bloqué par ce qu'on avait jusque-là. Mais il se fixe. Et le fait de se fixer, eh bien, ça donne un message. Ça donne un message à des cellules qui s'appellent les macrophages. Et pour faire simple, ceux-là vont voir que c'est fixé. Et donc, ils vont voir que la cellule n'est pas détruite. Ils vont se dire, bon, ben, t'arrives pas toi à le détruire, moi je vais t'aider, je vais aller te détruire. Et du coup, il y a une partie des cellules qui, malgré le fait que l'inhibition terminale du complément était parfaite, était détruite par un autre moyen parce qu'il y avait un signal sur cette cellule qui montrait qu'il fallait la détruire. Le corps humain est vraiment bien fait. Et donc forcément, une des possibilités, c'était d'empêcher complètement l'activation du complément. Et là, pour le coup, si on empêche, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de signal, tout va bien. Et donc les inhibiteurs proximaux, c'est ça. Les inhibiteurs proximaux, c'est quelque chose qui va annihiler le complément, qui va l'empêcher de fonctionner, qui va l'empêcher de s'activer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette sentinelle. C'est terminé. Donc, c'est pas rien. Et on va en parler tout à l'heure. Et donc, on a eu 3 médicaments, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne pense pas que ce soit le sujet du jour. 3 médicaments qui ont été développés. Le premier qui a été développé, c'est le pegcetacoplan. Le pegcetacoplan, c'est quelque chose qui va donc bloquer, il bloque tous au même niveau. Il bloque une des molécules qui fabrique le complément, et donc il ne peut pas s'activer. C'est fini. Ce médicament se donne par voie sous-cutanée 2 fois par semaine, en monothérapie. Donc ça veut dire que le patient s'injecte lui-même 2 fois par semaine à la maison. Et on bloque complètement, il n'y a plus d'activation. Et donc vous allez voir, ça donne des résultats spectaculaires. Le deuxième médicament qui a été développé, c'est l'iptacopan. Les noms, ce n'est pas nous qui les choisissons. Et en pratique, ça c'est un médicament, alors là c'est un médicament qui se donne par la bouche. C'est une pilule. Donc en gros, vous prenez une gélule matin et soir, comme une hypertension artérielle, là encore en monothérapie. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt de ces 2 médicaments, c'est que ce sont des traitements où il n'y a pas besoin d'autre chose. Et puis le dernier médicament qui a été développé, c'est le danicopan, qui lui en fait est une association au ravulizumab. C'est-à-dire qu'il faut continuer le ravulizumab et on vous donne du danicopan 3 fois par jour, matin, midi et soir, en plus, pour empêcher l'activation proximale du complément. Et on verra tout à l'heure que ça peut aussi avoir un avantage, c'est-à-dire qu'on a quand même un garde-fou avec ce médicament. C'est-à-dire que si jamais, pour une raison X, il ne marche pas, il reste le traitement terminal qui fonctionne. Voilà. Et donc voilà ces médicaments qui, eux, empêchent complètement l'activation du complément et qui donc, du coup, évidemment, bloquent complètement l'activation du complément. Et donc, forcément, ça veut dire que pour les patients qui sont éligibles, dont l'anémie est bien en rapport avec cette partie qui reste détruite autrement que par le complément, eh bien, il peut y avoir un avantage. Et en effet, voilà les résultats. Donc vous vous rappelez, les premiers traitements ont permis d'améliorer la survie en protégeant les thromboses et donc d'améliorer la qualité de vie, mais avec une persistance de l'anémie. Et donc là, vous voyez, ça c'est l'essai Pegasus, donc c'est l'essai auquel on a participé, qui est l'essai qui a permis d'obtenir l'obtention de mise sur le marché du pegcetacoplan. Donc c'est un essai randomisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prenait des patients dont on savait que l'anémie était en cause avec ce qu'on appelle en fait cette autre partie qui n'est pas inhibée par les inhibiteurs terminaux. Ça s'appelle l'hémolyse extravasculaire. Voilà. Et donc on savait qu'on avait ces patients qui souffraient d'hémolyse extravasculaire qui pouvaient bénéficier de ce traitement, et donc on a tiré au sort, il n'y a que comme ça qu'on peut prouver qu'un médicament est super au traitement standard. On tire au sort sur une période donnée, et ensuite, au bout de 16 semaines, tous les patients recevaient le traitement. Et qu'est-ce que vous voyez là? C'est que les patients qui ont été tirés au sort avec la nouvelle molécule avaient une hémoglobine quasiment normale, aux alentours de 12, alors que les patients qui ont continué l'éculizumab, eux, sont restés au niveau à peu près à 8 grammes d'hémoglobine. Et puis, évidemment, l'intérêt des essais thérapeutiques qui sont, encore une fois, vous n'êtes pas un cobaye, il y a un comité d'éthique, la NSM est d'accord, il y a des protocoles qui sont écrits, enfin c'est pas rien en termes réglementaires, mais l'intérêt c'est qu'après tout le monde ait le traitement. Et donc vous voyez ici que l'ensemble des patients, les 80 patients, ont eu une normalisation de leur hémoglobine sous traitement. Donc là, autant vous dire que révolution thérapeutique.
C'est-à-dire que là, pour le coup, en 20 ans, non seulement vous avez une survie qui est la même que les patients du même âge et du même sexe, mais en plus de ça, vous avez une hémoglobine normale. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Le deuxième médicament, c'est l'iptacopan. Donc là aussi, on a participé activement au développement. Et donc là encore, même process. On donne le traitement au patient tiré au sort. Et vous voyez que là encore, l'hémoglobine se normalise. Hein, c'est un traitement qui se prend par la bouche, matin et soir. Les patients qui continuent le ravulizumab ou l'éculizumab, eux, eh bien, continuent à être plutôt aux alentours de 9 grammes d'hémoglobine. Et puis du moment où tous les patients prennent le traitement, eh bien, on voit cette normalisation d'hémoglobine pour tout le monde. Donc là encore, c'est quelque chose qui est absolument révolutionnaire. Et enfin, le dernier, le danicopan, idem. C'est-à-dire que quand vous rajoutez ce traitement au traitement standard, eh bien, vous allez là encore augmenter l'hémoglobine. Et puis au bout d'un moment, eh bien, tous les patients reçoivent le traitement. Et donc cette augmentation d'hémoglobine est pour tous les patients. Et puis ce qui est important aussi, c'est que c'est maintenu dans le temps. C'est bien d'être efficace, mais enfin, si c'est efficace pour être 24 heures, ça ne sert à rien. Et donc vous voyez, dans tout ce que je vous ai présenté des études de long terme, c'est-à-dire que je vous ai présenté à chaque fois ce qui s'était passé au bout de 48 semaines ici, là aussi 48 semaines, et là aussi 68 semaines. D'accord ? Donc simplement pour dire que ces patients ont une efficacité prolongée. Alors, le problème maintenant, c'est de savoir s'il faut que tous les patients qui aient une HPN aient ce traitement. Et un des 3 traitements. Et donc c'est là la vraie question. Alors je ne suis volontairement pas rentré dans les détails des complications, mais on sait par contre que ces traitements sont très exigeants en termes de prise. Que ces traitements sont très sensibles aux activations du complément. Je m'explique. Vous êtes maintenant sous ces traitements avec des hémoglobines qui peuvent être aux alentours de 13 grammes par décilitre, alors qu'avant vous étiez plutôt à 9-10 grammes. On sait que ces traitements sont des traitements qui se prennent soit par voie sous-cutanée, soit par voie orale. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, pour une raison X, soit on peut oublier le traitement, soit on peut avoir une infection sévère, et l'infection, en fait, ça augmente, ça potentialise les molécules du complément, ce qui fait que le médicament peut se retrouver débordé. Et donc le risque, et c'est déjà arrivé, c'est que les patients présentent ce qu'on appelle une hémolyse sévère. C'est-à-dire, en fait, qu'ils présentent une anémie sévère parce que le médicament, c'est pas qu'il ne marche plus, mais c'est qu'il se retrouve débordé du fait qu'il y a trop de molécules à inhiber. Et donc, on sait faire maintenant, il n'y a aucun problème, on sait manager ces crises. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Et c'est des choses dont, pour l'instant, on aimerait que ce soit possiblement réservé, ou en tout cas que les patients qui soient sous ces traitements soient vraiment les plus sévères pour qu'on puisse encore affiner la prise en charge de ces crises. Encore une fois, on sait faire, ça se passe bien, il faut réagir beaucoup plus vite qu'avec l'éculizumab. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'en France, ce qui est un peu différent des autres pays européens, c'est-à-dire que quand vous prenez l'Agence européenne du médicament, eux, ils sont d'accord pour donner ces médicaments tout de suite à toutes les HPN. Et on a des collègues italiens, belges, anglais, qui donnent ces médicaments à toutes les HPN. Moi, je pense qu'on a besoin de s'approprier le médicament. Et souvent, ce que je dis, c'est que on sait que cette persistance d'anémie, finalement, elle vous impacte, et on en parle et on échange. Et si elle est vraiment très importante, on peut envisager ce traitement, il n'y a aucun problème. Mais quand même, les fois où c'est vraiment sévère, où c'est vraiment impactant, c'est quoi 30 à 40% des malades, c'est pas plus. En tout cas, nous, dans notre expérience. Alors, je sais bien qu'on n'est pas à votre place, je sais bien que ce n'est pas nous qui sommes malades, mais quand on prend tous nos patients, on a vraiment l'impression que ça impacte 30 à 40% de nos malades. Ça veut dire finalement qu'à l'heure actuelle, on a 60% de patients qui sont bien contrôlés sous ravulizumab. Et donc, pour nous, on se dit quand même qu'en France, est-ce qu'on va aller utiliser un médicament très nouveau, qui bien entendu fonctionne très bien, alors qu'on sait que seulement 40% des patients pourraient vraiment en bénéficier. Donc ça a été notre premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, c'est, il faut bien le dire, qu'avec l'éculizumab et le ravulizumab, on a des tonnes d'expérience. Ça fait 25 ans qu'on manage le produit. Les grossesses sous éculizumab, ça n'est pas un problème. Hein, là aussi, on a eu un progrès majeur, hein, parce qu'avant, on ne pouvait pas avoir de famille, hein, on ne pouvait pas avoir de grossesse quand on avait une HPN. Maintenant, avec l'éculizumab, on sait faire, on sait introduire à 3 mois, on sait augmenter les doses les derniers 3 mois, on sait ajouter de l'Ovenox, on sait arrêter au moment de l'accouchement, enfin, on sait faire.
Donc pour l'instant, nous, on est un petit peu, pour les proximaux, pour être honnête, on n'a aucun signal d'alerte. On est très content, ça fonctionne très bien, et les malades qui sont dans la salle, qui en reçoivent, le diront, c'est spectaculaire. Mais quand même, nous médecins, on se dit qu'on a besoin d'un peu plus de recul, pour pouvoir le donner en première ligne. Et notamment parce que le complément, ça ne fait pas qu'inhiber l'infection, ça empêche aussi les maladies auto-immunes. Ça empêche pas mal de petites choses. On ne sait pas trop encore si dans la sentinelle du cancer, ça peut jouer un rôle ou pas. Tout ça pour dire que pour l'instant, encore une fois, il n'y a absolument aucun problème. On a des malades qui ont été suivis depuis 7 ans, il n'y a absolument pas de souci. Mais on est plus à l'aise avec les inhibiteurs terminaux. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, en tout cas, et pendant probablement encore 2-3 ans, on aura du mal à donner ces médicaments en première ligne. Je vous en ai parlé, ce qui nous gêne un peu, c'est l'histoire de ces hémolyses qui peuvent survenir, les situations particulières où on reste beaucoup plus à l'aise avec les inhibiteurs terminaux. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, je crois qu'on est en train de vivre à nouveau dans l'HPN un progrès thérapeutique majeur, qu'il est presque plus nouveau, c'est-à-dire que maintenant les médicaments sont accessibles sur le marché. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que, comme l'a dit très justement Michael tout à l'heure, c'est qu'on en parle en RCP. C'est-à-dire qu'on voit nos patients, et puis les premiers et les troisièmes mercredis du mois, on échange avec le médecin en charge du patient, et on voit si en effet l'anémie a un retentissement majeur dans la vie quotidienne. Premièrement, si cette anémie est bien due au mécanisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'une anémie, ça peut être dû à plein d'autres choses, ça peut être dû à des carences en fer, en folate, ça peut être dû à des hypothyroïdies, ça peut être dû à des insuffisances médulaires dans l'HPN, parce qu'on sait que cette maladie peut être en rapport très rapproché avec l'aplasie, on l'a vu tout à l'heure. Donc l'anémie n'est pas forcément en rapport avec ça, avec le fait d'avoir la nécessité d'avoir un nouveau traitement. Et puis la deuxième chose, c'est ensuite de discuter avec le médecin, et en effet, s'il y a une indication, à ce moment-là, oui, bien sûr, aucun problème pour que le malade ait accès à cette médication. Et après, la décision finale, elle est prise entre le médecin et son patient. C'est-à-dire que nous, on ne va pas prescrire la RCP, la réunion pluridisciplinaire aplasie. On ne va pas dire, vous allez utiliser le pegcetacoplan, vous allez utiliser l'iptacopan, vous allez utiliser le danicopan. On va dire au médecin, voilà, il y a une indication en effet dans cette situation-là d'un inhibiteur proximal. Et donc, discutez avec votre patient et voyez ce qu'il est pour lui le plus raisonnable, le plus accessible, ce qu'il préfère. Et à ce moment-là, une fois que la décision est prise, le traitement est mis en place. Donc, voilà pourquoi en France, pour l'instant en tout cas, les inhibiteurs proximaux qui sont révolutionnaires, on en est tous d'accord, on n'a pas d'état d'âme, on en est tous d'accord, mais resteront dans les années qui viennent en deuxième ligne. Les tutelles en ont décidé ainsi, mais on est assez d'accord, nous médecins, pour que ce soit le cas. Donc voilà un peu la diapositive de conclusion de ma présentation. C'est en effet de dire qu'on a vécu une période extraordinaire. Je crois qu'en tout cas, c'était vraiment un progrès thérapeutique majeur. Et on a cette chance en hématologie d'avoir cette expérience dans d'autres domaines aussi. À savoir qu'on est passé d'une maladie qui tuait un malade sur 2 en 20 ans, c'était vraiment ça, à une maladie qui finalement maintenant est bien contrôlée. Ça reste avec un traitement, donc l'enjeu maintenant c'est de guérir sans traitement, mais là c'est encore un autre process, c'est pour Sophie. Et très clairement, on a accès à des médicaments qui sont extrêmement efficaces, et tant mieux. On a participé à leur développement, et ça aussi c'est très bien. On va comprendre ce qui se passe à la paillasse, et ça aussi c'est très important. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi rester prudent et pour l'instant donner ces médicaments à ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis au cours du temps, on verra si on élargit et l'avenir nous le dira. Mais voilà, je crois que encore une fois, c'est vraiment extraordinaire d'avoir vécu une telle période et manifestement de pouvoir maintenant voir des patients qui ont une HPN et qui ont plus de thrombose, plus de retentissement sur la survie et surtout une hémoglobine normale et une qualité de vie normale. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et en fait, j'avais commencé par remercier tout le monde, donc ça va. Il manque la petite slide marquée questions, mais vous avez compris, c'est à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions pour le... Oui, le micro arrive. En attendant que le micro arrive... Non, ah, bonjour. Vous avez parlé de l'HPN. Est-ce que ces découvertes sont transposables à l'aplasie? Oui, alors on avait pour les plaquettes.
Oui, non, on n'avait pas le temps de parler de l'aplasie, mais en effet, dans l'aplasie, on a aussi amélioré de manière drastique les résultats. Alors, il y a évidemment la greffe, on en parlera cet après-midi. Et puis, dans les traitements médicaux, on a développé l'aile thrombopaque. Donc ça, c'était en fait de se dire que dans l'aplasie médulaire acquise, et David a vraiment raison d'utiliser ce terme, hein, on ne devrait plus utiliser idiopathique, et on ne doit pas non plus utiliser auto-immune. Parce qu'il y a bien sûr une part auto-immune importante, majoritaire, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi certains malades développent et d'autres pas. Donc c'est pour ça qu'acquise me va très bien. Et en pratique, ce qu'on a fait en 2022, c'est ce que David a montré, c'est que au traitement standard qui était par du sérum antilymphocytaire et de la cyclosporine, donc cibler le système immunitaire, on a rajouté l'L-thrombopaque, qui est un facteur de croissance et qui agit sur la cellule souche hématopoïétique. Et en fait, on a permis d'augmenter la réponse thérapeutique de 60% à 80%. Donc là aussi, il y a eu des progrès majeurs. Et donc là encore, hein, on essaye de voir quelles pourraient être les approches pour pouvoir avancer et progresser encore. Mais là encore, il y a eu, oui, des avancées qui étaient très importantes. Une petite question sur le crovalimab. Est-ce que c'est un traitement qui est encore proposé? Alors, vous avez bien raison d'en parler parce que je l'ai oublié et que c'est une faute. Donc, en effet, on a 3 médicaments qui, à l'heure actuelle, peuvent bloquer au niveau terminal le complément. On a l'éculizumab qui persiste et qui est un médicament qui s'injecte toutes les 2 semaines. On a le ravulizumab qui est exactement la même chose que l'éculizumab mais qui s'injecte tous les 2 mois. Et les laboratoires Roche ont développé le crovalimab qui est la même cible, qui lui s'injecte par voie sous-cutanée tous les mois. Pour l'instant, ce médicament n'est pas encore accessible au marché, en tout cas en France, il l'est dans d'autres pays européens, et il y a des discussions qui restent en cours avec nos autorités de santé. Alors, je me permettais de poser la question parce que j'ai eu l'essai thérapeutique et j'ai eu de grosses douleurs en fait suite à ce traitement. Pourtant, il était spectaculaire au niveau de la numération sanguine. C'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez eu un retour sur d'éventuels effets secondaires. Alors, on n'a pas eu du tout ce type d'effet secondaire dans la cohorte de malades. Non, mais c'est pour ça que, vous voyez comment, pour nous, c'est important de vous donner des messages qui sont des messages vraiment d'une cohorte de patients, parce que chaque individu est différent et la tolérance est différente d'un individu à l'autre. Donc, on a eu des réactions au site d'injection, on a eu des petites choses comme ça, mais je ne me souviens pas, en tout cas dans les essais qu'on a publiés, d'avoir des patients qui ont décrit ce que vous décrivez. Mais bon, après, encore une fois, on est tous uniques et on est tous différents par rapport à un médicament en particulier. C'est pour ça qu'il est très important, et surtout dans ces réunions-là. C'est vrai que souvent, vous venez nous voir et vous nous dites, oui, moi j'ai ci, j'ai ça. En face-face, il n'y a pas de problème, mais par exemple, tout à l'heure, on ne peut pas vous donner un traitement personnalisé à chacun d'entre vous, parce que ce n'est pas le but de ces réunions. Mais en pratique, juste pour répondre précisément à votre question, sur le groupe, non, on n'a pas eu ce type de complications. Et après, je ne peux pas vous dire s'il sera accessible ou pas, parce que en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en France, les médicaments sont... ils vont être le poids de savoir si oui ou non ils vont rentrer sur le marché français, c'est évalué par évidemment des collègues, mais ça ne peut pas être évalué par les collègues qui ont fait les essais. C'est normal. C'est-à-dire que moi, je suis totalement disqualifié pour évaluer ce type de médicaments, non pas par la connaissance, mais le fait que j'étais dans les essais. Et donc il y a un vrai conflit d'intérêts. Donc les discussions sont en cours et on va voir ce qu'il en résulte. Dans l'évaluation du médicament. C'est le mot que je cherchais. Bonjour docteur. Bon, je vais repartir un petit peu stressé, ou alors j'ai pas bien compris, et je vais regarder mes petites filles différemment demain, parce que entre acquise, génétique, elle était déjà dans le corps avant, c'est sous la peau, est-ce qu'il faut faire tester les enfants de malades? Alors, en fait, l'HPN est relié à l'aplasie médulaire. Bon. Dans l'aplasie médulaire, il y a 2 situations. Il y a les aplasies médulaires génétiques qu'on a dès la naissance. Ça représente 20% de malades et ça n'a rien à voir avec l'HPN. Et puis, on a 80% de patients qui ont une aplasie médulaire dite acquise. Ça veut dire qu'ils arrivent à un moment de la vie, c'est-à-dire que la numération était normale, et puis à 20 ans, 22 ans, boum, les comptes s'effondrent et donc on fait le diagnostic d'aplasie médulaire acquise. Et donc, dans cette situation-là, très clairement, c'est une maladie qu'on a acquise pendant notre vie et qui n'a rien à voir avec la génétique.
Et donc c'est pour ça que on dit que dans cette situation-là, il n'y a aucune raison d'avoir des craintes pour les enfants des patients parce qu'il n'y a pas de prédisposition génétique à avoir cette maladie. Et en fait, pourquoi l'HPN survient dans cette maladie-là? C'est parce qu'en fait, c'est un mécanisme naturel du corps pour échapper à l'attaque du système immunitaire contre sa moelle. Voilà. C'est un mécanisme d'échappement, l'HPN. Donc en pratique, si c'est acquis, il n'y a pas de transmission génétique, il n'y a pas besoin de faire tester la famille. Vous n'avez pas l'air convaincu. Bien pourtant, je vous l'assure. On peut continuer à discuter tout à l'heure si vous voulez. Oui, pardon, une question simple, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Le nouveau traitement, je vais appeler traitement B versus le traitement A pour faire plus simple. Si des patients ont pris le traitement B, est-ce qu'à un moment de leur vie, ils peuvent revenir au A? Bien sûr. Bien sûr, sans aucun problème. En pratique, on a cette chance en France, les traitements sont donnés pour l'indication HPN et sont donnés pour certaines situations de la maladie HPN, mais très clairement, si le traitement qui est censé être le plus novateur, enfin le dernier, les proximaux, ne convient pas aux patients, on peut bien entendu repasser sur le traitement standard, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas embêter avec les inhibiteurs proximaux. On a déjà eu cette discussion. J'ai bien compris que c'était réservé aux patients les plus sévères. Donc je vais digérer ma frustration. Mais plutôt parler du ravulizumab du coup. Et notamment de ce qui m'est arrivé lors d'une course de montagne. En fait, j'ai eu une crise hémolytique quelques jours avant l'injection du ravulizumab. Donc moi je voulais savoir s'il y avait des données à ce sujet-là, c'est-à-dire en fin de traitement, en fait, s'il n'était pas du tout recommandé de faire ce genre d'effort physique, s'il y avait déjà eu d'autres cas, et si on pouvait prévenir justement les symptômes, ou si carrément, en fait, c'était une connerie, j'aurais pas dû faire de course. Voilà. Mais en fait, je le savais pas. Donc. Non, je crois qu'en effet, on sait que c'est suspensif, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui, avec le temps, c'est pour ça qu'on les réinjecte, ont une demi-vie qui fait que leur taux dans le sang diminue. En fait, si je peux me permettre, toi, tu fais des efforts extrêmement intenses, des trails. Enfin, on n'est pas en train de parler de faire 5 minutes pour courir attraper le dernier métro, voilà. Et donc, il n'est pas impossible que ce que tu es, en tout cas, que ton corps ait ressenti au moment de ces efforts intenses, qui sont quand même des efforts soutenus, physiques, avec quand même des efforts prolongés qui doivent très clairement entraîner un peu d'inflammation, que en fin d'injection de ravulizumab, eh bien, tu aies pu déséquilibrer le process. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de molécules du complément à inhiber que le médicament résiduel dans ton corps. Donc en pratique, il est vrai que ce serait plutôt plus logique de faire ce genre d'effort dans les 4 premières semaines que dans les 3 dernières, pour faire simple. Donc ça, c'est tout à fait classique et en effet, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû te dire avant de faire le trail. Après, pour l'histoire des médicaments complémentaires, c'est vrai que quand l'hémoglobine n'est pas loin de la normale, on a du mal à passer à d'autres traitements parce qu'on se dit finalement que pour l'instant les choses vont bien, qu'on a ce recul, on voudrait consolider et voilà. Mais voilà, donc bon. Prochaine fois dans les 4 premières semaines. J'ai pas bien compris lorsque vous avez parlé de l'HPN comme mécanisme d'échappement et j'ai pas entendu la fin de la phrase. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'aplasie médulaire, c'est une destruction par nos propres lymphocytes des cellules qui fabriquent le sang, des cellules souches hématopoïétiques qui fabriquent les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges. Et donc, à un moment donné, quand il y a un stress comme ça au niveau médulaire, quand il y a cette attaque au niveau des cellules souches, il faut bien que le corps essaye de se défendre comme il peut. Et en fait, l'HPN, les cellules HPN, ce sont des cellules qui, pour des raisons qu'on ignore, mais David et Sophie vont trouver, hein, c'est pour ça qu'ils sont payés. En fait, ces cellules HPN sont ignorées par le système immunitaire. Et donc, en fait, c'est une adaptation du corps qui fabrique ces cellules pour justement
faire en sorte que la moelle, une partie de la moelle, une toute petite partie de la moelle soit préservée et puisse être ignorée par le système immunitaire, donc non détruite, donc fabriquer des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Mais le problème, c'est que le mécanisme propre de fabrication de ces cellules fait que ça les rend sensibles dans le sang au complément, ça ne les protège pas du complément et dans le sang elles sont détruites. Donc c'est un peu, voilà, ça sert dans la moelle, mais dans le sang ça ne sert plus à rien, sauf si on est traité. Merci beaucoup pour toutes ces présentations, c'est super clair. La seule question que je me pose, peut-être un peu à la provoque là, vous travaillez beaucoup sur des recherches pour j'adore les questions pour le complément et éviter les symptômes, etc. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on trouvera comment guérir de cette maladie? Et est-ce qu'il y a des recherches? Non, c'est pas du tout provoquant comme question. C'est l'enjeu final. Et encore une fois, c'est pour les suivants, ça. Mais en pratique, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la thérapie génique n'a aucun intérêt. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, l'HPN, c'est quelque part un mécanisme naturel d'adaptation pour pouvoir survivre dans ce contexte de stress. Ce qui fait que les cellules normales sont détruites au fur et à mesure et que les cellules HPN, elles, c'est ce qui reste. Et quand on les protège dans le sang, c'est ce qui font que le malade, finalement, a des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc si vous allez modifier génétiquement ces cellules, elles n'auront plus le moyen de se défendre, elles seront détruites. Donc la thérapie génique dans l'HPN, on oublie, pour commencer. La deuxième possibilité de guérir, c'est la greffe de moelle. Mais qui, pour l'instant, eh bien, en effet... à une toxicité qui est inacceptable par rapport aux bénéfices. Donc voilà, donc pour l'instant les pistes sont un peu restreintes, mais bon, on va trouver, ils vont trouver. Je vous l'ai dit, il est bien plus payant que moi, je suis sûr qu'il va trouver. On a confiance. Il y a là et puis ensuite là-bas. Bonjour à tous. Moi, je suis accompagnant, donc un petit peu moins sage que vous tous sur le sujet, mais je suis là pour ça aujourd'hui. J'ai juste une question plus générale. Il y a un énorme fantasme qui est nourri par l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le milieu de la médecine. Je voulais savoir si vous y avez accès. Je vous entends dire qu'il faut aller plus loin, plus vite. Et donc voilà, de façon néophyte dans ce sujet-là, je voulais savoir si c'est quelque chose qui peut améliorer. Oui, non, ça, je laisse la question à David, puisque lui manie ça très bien, justement. Très bien. Alors, ouais, il y a un peu de fantasme sur l'intelligence artificielle d'abord, parce que ça n'a rien d'une intelligence et que ça reste très artificiel. Je vais commencer par un exemple très simple. Ma fille s'est amusée à mettre mon nom dans ChatGPT pour voir s'il savait qui j'étais. Il lui a répondu que j'étais décédé en 2018. Donc, ça vous donne déjà une ambiance. Ensuite, je vous ai dit sur les 3 projets de départ que je vous ai présentés, il y en a un en bas dans lequel d'ailleurs on a mis intelligence artificielle parce que c'est à la mode et comme ça tout le monde comprend. On a surtout des méthodes d'analyse qui sont basées sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatisé, c'est-à-dire des algorithmes qui vont en permanence se modifier et s'adapter aux données qu'on leur fournit pour affiner le résultat qui est donné. C'est surtout ça, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc ça peut se présenter sous forme d'un truc très sympa comme ChatGPT, on a l'impression de discuter avec quelqu'un, voire ça peut nous générer plein d'images, plein de données et plein de bêtises. Mais ça reste à la base, si on efface un petit peu le côté joli de l'application, derrière des algorithmes de calcul qui sont utilisés au quotidien. C'est ce qui fait que Amazon vous propose tout de suite le bon produit lorsque vous connectez, si vous avez regardé un truc sur Google, parce que vos données de consommation, de ce que vous regardez sur Internet, sur votre téléphone, sont en permanence réanalysées par des algorithmes de calcul qui affinent votre profil à vous. Et puis pareil pour tous les gens qui sont dans cette salle, de façon à vous proposer le meilleur produit. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de vous proposer le meilleur produit, mais par contre, c'est d'utiliser les données immunitaires, les données métabolomiques, c'est-à-dire en gros utiliser ces méthodes de calcul très poussées pour intégrer ensemble un volume de données qui est trop important pour que nous, on arrive simplement manuellement à identifier ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, pour essayer de développer des algorithmes, des méthodes d'analyse, des outils diagnostiques qui permettraient de mieux anticiper notamment la rechute après une allogreffe. Et ce type d'approche, oui, ça peut avoir de l'intérêt, ça reste un outil comme un autre. C'est-à-dire que si on fournit des données qui sont de mauvaise qualité à ces outils-là, ils vont vous générer des réponses qui seront de mauvaise qualité.
Si la méthode de calcul n'est pas adaptée aux données qu'on fournit, c'est pareil, ça va générer n'importe quoi. Donc ça reste un outil qui nécessite d'être manipulé avec intelligence, pour le coup, et qui nécessite des compétences en mathématiques et en informatique que tout le monde n'a pas. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vous ai dit très rapidement, que ce projet-là, qu'on appelle Portrait, c'est un projet collaboratif qui se fait à la fois avec des équipes INSERM qui font de la biologie, nous, l'équipe du CEA qui fait beaucoup de métabolomique, donc le centre de l'énergie atomique, enfin le commissariat de l'énergie atomique, et des mathématiciens qui travaillent dans une entreprise de modélisation qui habituellement applique ces algorithmes à la modélisation des ressources et des consommations énergétiques, mais qui a envie de travailler aussi dans le domaine de la santé et de nous aider à utiliser leurs compétences mathématiques pour les appliquer à des données biologiques. Donc ça reste un outil intéressant. Il ne faut pas en attendre des miracles. C'est-à-dire que c'est un peu le risque souvent quand on voit qu'il suffit de demander à ChatGPT de nous générer une image et hop, il nous sort tout de suite l'image à laquelle on a pensé. Ça, c'est un peu de l'esbrouf. C'est sympa, c'est l'application rigolote qu'on peut en faire, mais ça peut générer aussi beaucoup de bêtises parce que tout dépend de la qualité des données qui sont en amont. Donc il y a toujours besoin... En fait, c'est un outil comme un autre, mais on l'utilise. Merci. Oui, Régis, vous avez parlé tout à l'heure de maternité sous éculizumable. Bon, on sait que maintenant, les femmes peuvent être enceintes, qu'il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'il y a eu des femmes enceintes avec les autres médicaments? Est-ce que c'est déjà arrivé? Je sais que vous le déconseillez, bien sûr, mais est-ce que c'est quand même arrivé à des jeunes femmes? Alors, pour le ravulizumab, l'étude est en cours et sera probablement présentée au Congrès américain en décembre. Donc ça, on aura des données pour le ravulizumab. Pour les inhibiteurs proximaux, il y a eu des conceptions sous inhibiteurs proximaux, mais ensuite les médicaments ont été retirés puisque, évidemment, on n'avait pas l'autorisation de poursuivre dans les essais au moins. Et donc, les grossesses se sont terminées sous éculizumab. Il y a deux cas rapportés de grossesse, ou un cas rapporté. À ma connaissance, un cas rapporté sous pexétacoplan. Mais pour l'instant, on a des données qui sont extrêmement éparses et qui ne sont pas du tout suffisantes pour pouvoir recommander à quiconque d'être enceinte sous inhibiteurs proximaux, même sous ravulizumab. Il nous faut voir les données. Donc pour l'instant, je suis désolé, mais la seule molécule pour lesquelles on est rassuré, c'est l'éculizumab. Ça reste l'éculizumab. Ça va avancer, hein, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Il reste une question. Oui. Emmanuel. Alors, je me lève. Et la question, en fait, c'est la fille qui la pose, elle a une aplasie médulaire. Je sais pas où vous êtes. Alors. C'est vous. Alors, pourquoi certaines personnes répondent au traitement immunosuppresseur et d'autres non? Est-ce que c'est lié à l'âge, aux anticorps ou autre chose? La petite a 14 ans. Oui, alors bien sûr, on sait que des facteurs particuliers de patients peuvent permettre de répondre plus ou moins. Donc plus on est âgé, moins on répond. Plus c'est sévère, moins on répond. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment aussi d'être bien sûr du diagnostic. C'est-à-dire quand on a un malade qui ne répond pas, il faut être bien sûr que finalement ce ne soit pas une maladie génétique. Donc c'est pour ça que quand on a des patients qui sont réfractaires à 6 mois, on recommence l'enquête pour être bien sûr qu'on ne soit pas passer à côté d'une autre maladie que la maladie acquise aplasie médulaire, hein, le côté génétique. Mais la plupart du temps, on est quand même sur des questions de sévérité et d'âge. Et puis on a aussi des patients qui ne répondent pas, pour lesquels pour l'instant on ne sait pas encore pourquoi. Ce sera l'avant-dernière question, sinon vous ne déjeunez pas. C'est au choix. Alors, je vais vite. Je reviens sur la question des traitements proximaux et terminaux. Si on est déjà sur une étude clinique avec iptacopan, est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'étude, on va revenir sur le traitement ou ça dépend cas par cas? Non, normalement, enfin en tout cas en France, si vous êtes dans un essai clinique, la boîte pharmaceutique se doit, si vous avez un bénéfice du médicament, de vous le fournir jusqu'à ce que le médicament soit disponible sur le marché. Donc dans votre cas présent, vous aurez accès à l'iptacopan une fois qu'il sera sur le marché.
D'accord. Mais est-ce que, comme vous avez dit, que ce soit en deuxième ligne plutôt? Ah non. Les patients qui participent à des essais cliniques, on ne va pas leur faire bénéficier d'un traitement autre, sinon ça n'a pas de sens. Non. Là, vous continuez évidemment le traitement. D'accord. ok. J'aurais dû être plus clair, pardonnez-moi. Je n'avais pas compris. C'est l'intérêt de l'essai clinique. Dernière question, si j'ai bien compris, mais comme je suis corse, je passe. À partir de quel moment vous traitez l'aplasie médulaire? Quels sont les symptômes, les critères? Alors, là, on parle en dehors de l'HPN. Donc ça, c'est très clair. Une aplasie médulaire, en fait, on se fie au compte cellulaire de la numération. Et donc, en gros, on traite quand on a des critères qui nous font dire qu'il faut traiter. Donc, une chose importante, c'est dès que vous êtes transfusé. C'est-à-dire qu'une aplasie médulaire qui reçoit des transfusions, que ce soit en plaquettes ou en globules rouges, ça nécessite un traitement. Et sinon, si on va plus loin, c'est les patients qui ont des aplasies médulaires sévères ou très sévères, c'est-à-dire des patients qui ont soit moins de 500 polynucléaires neutrophiles, soit moins de 20 000 plaquettes, soit moins de 60 000 réticulocytes. S'il y a 2 de ces 3 critères, 500 polynucléaires neutrophiles, 20 000 plaquettes, 60 000 réticulocytes, on traite. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.